Les Instigateurs, podcast numéro 43. Aujourd'hui, on parle de comment performer grâce à son propre code de conduite entrepreneuriale. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Salut, buddy! Hello! En forme? Comment tu vas? Ben oui, toujours. Écoute, je suis encore là. J'ai pas été dévoré par une lamproie, donc je suis correct. You're a survivor. Ben, écoute, j'ai minimisé mes chances en n'allant pas dans la rivière. Tant que tu tombes pas prochaine pêche, là, t'es correct. Non, je suis correct. Mais ça ramène un petit peu ce qu'on va parler aujourd'hui, là, de comment s'optimiser son propre de conduite. Tu sais, j'ai ajouté un nouvel item à mon code de conduite, tu sais, ne pas aller pieds nus dans la rivière. C'est simple que ça. J'assure ma propre survie. Même avec des souliers, ne pas aller dans la rivière, point, ton statement peut finir là. Ben, peut-être des bottes capées, là. Où je sais que, mais tu sais, il n'y a pas de point d'aller dans une rivière avec des bottes capées. Donc, c'est ça. On en est là. On en est là. Non, le sujet aujourd'hui que je voulais qu'on jase parce que c'est... moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. C'est ce que j'ai en place aide beaucoup de monde aussi, mais je trouve ça dommage que les gens ne le fassent pas pour eux. C'est-à-dire développer sa propre Bible, comme on l'a dit un petit peu, son code de conduite entrepreneuriale. Il y a plusieurs étapes dans le développement d'un entrepreneur où est-ce qu'on va se sentir dépassé par tous les événements, par le contexte, peu importe. Je trouve ça important de verbaliser et de documenter nos ancrages, nos vérités personnelles. Je vais le dire comme ça. Tu sais, moi, c'est un... C'est un projet qui est en continu. À la base, je pensais faire peut-être un livre ou un outil avec ça. Puis j'étais comme, non, je vais le garder purement pour moi parce que je veux pas que les gens... je veux dire... s'approprient ma vérité. Exactement. Ouais. Je suis beaucoup plus dans une perspective où je veux que amener les gens à penser puis définir ce qui est vrai pour eux que leur dire voici ce que je pense puis c'est ça la réalité. Ouais. Mais tu sais, l'idée m'était venue, j'en ai déjà parlé dans le passé, Alexandre Vézina, j'ai beaucoup de respect pour Alexandre et les livres qu'il fait. Dans le fond, si vous enfin les vraies affaires, puis il vient d'en sortir un, justement, comme Alexandre a une capacité incroyable d'écriture, ça me fascine. Puis je sais que ces livres aident beaucoup de gens. Puis c'est comme des livres évolutifs où tu vas lire un chapitre, c'est plein de petites vérités, plein de petits ancrages que, dépendamment de ton contexte, où est-ce que tu es rendu, il y a des chapitres que tu vas lire la première fois, tu fais comme « Ah, je m'en sac », tu le relis 2 ans après, tu fais comme « Ok, là, il a frappé une corde sensible ». Donc, je trouve ça super intéressant comme approche. Par contre, de ce que je vois des lecteurs, c'est comme « Alex, on tripe sur tes livres, c'est comme ça m'a fait du bien ». Je suis comme « Oui, mais c'est une réflexion que on devrait tous avoir initialement. » Moi, je vois le livre à Alexandre beaucoup plus comme à la limite, j'ai l'impression que je me mets dans sa position, je ferais juste documenter justement qu'est-ce qui est vrai pour moi, puis tant mieux si les gens adhèrent à ça. Sauf que, tu sais, la vérité à Alexandre n'est pas nécessairement la vérité ou applicable dans tous les contextes. Donc, je trouve ça super utile d'avoir son propre code de conduite et de le développer, le peaufiner, le revisiter régulièrement pour s'assurer est-ce que ma vision ou ma position sur un élément est encore vraie? Est-ce qu'elle est réaffirmée? Ou est-ce que ce que je considérais comme une vérité, finalement, j'étais peut-être biaisé pour des éléments, puis je vais dire, j'évolue ou je change de perception. Donc, c'est une bonne façon aussi de documenter ton développement personnel. À voir, est-ce que la façon que je voyais les choses il y a 2 ans, 3 ans, c'est encore vrai aujourd'hui? Non, c'est un processus créatif que j'aime beaucoup. Mais comme je dis, je voulais qu'on fasse un épisode aujourd'hui juste pour aider les gens à, je vais dire,
développer leur self-leadership, et surtout, c'est parce que j'ai beau dire ça, les gens sont comme, je sais pas quoi écrire. Moi, quand on va se donner des exemples basés sur tes règles non écrites, mes règles non écrites, en réalité, sont écrites, c'est juste qu'elles sont pas publiées nulle part, c'est mes règles à moi, c'est comme des règles cachées, mais dans le but de vous inspirer à développer puis de documenter justement qu'est-ce qui est votre réalité, votre vérité à vous. Ouais, non, puis c'est bon ce que tu dis parce que moi, je suis un grand fan de comme, écoute, tu peux avoir une framework de base sur laquelle tu t'établis pour créer ta structure. Ceci dit, n'oubliez jamais votre contexte. Et puis moi, je suis un petit peu le contraire, c'est que j'ai créé des outils. Et puis là, j'ai en train de terminer mon livre Done by Noon, qui va être en anglais, mais qui est vraiment, je te dirais, ma propre bible je te dirais, de self-leadership que j'ai développé. C'est une méthode que moi, j'utilise, que j'ai développée d'abord pour moi, ensuite que j'ai validée, que j'ai développée sur plusieurs années avec des clients en mentorat, et puis ensuite, d'autres clients externes qui ne sont pas nécessairement en mentorat, quand on a commencé à sortir des outils à effet comme le planificateur, par exemple. Mais ce que je hammer beaucoup, puis c'est comique quand ça tombe à point quand on en parle aujourd'hui, mais un des points que je répète tout le temps dans le livre, c'est n'oubliez pas votre contexte spécifique. Ne rentrez pas dans ce qu'on appelle ambition appropriation, l'appropriation d'ambition. C'est pas parce que je vous montre une framework ou je vous montre une façon de faire qu'elle doit être tellement rigide que vous pouvez pas en sortir et que ça marche pas. Parce que moi, j'ai mon ami John Goodman qui dit toujours que les méthodes la majeure partie des méthodes de productivité qui sont tellement rigides ont été créées par des gars dans la quarantaine qui sont singles puis qui n'ont pas d'enfants, tu sais. Puis dans le fond, c'est vrai, il y a beaucoup de méthodologies qui sont tellement flexibles, qui sont tellement, je te dirais, pas flexibles, qui sont tellement rigides, qui n'allouent aucune flexibilité par rapport au mode de fonctionnement. Et à partir du moment où tu as une chose qui prend le bord, ben ça marche juste pas, tu sais. Fait dans un contexte, je trouve tellement pas ça normal dans un contexte entrepreneurial où, crime, tu peux pas planifier tout par la seconde, là. Ça marche pas juste de même, là. La vie entrepreneuriale et la vie personnelle sont interreliées, puis il y a des choses qui arrivent qu'on n'a jamais planifiées pour. Donc, puis il y a des choses, comme on a dit, qui sont dans votre contexte particulier. Donc, ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est des exemples pour nous autres. Vous pouvez en prendre puis en laisser, mais c'est très important de comprendre votre propre contexte. On n'est pas si différent que ça, toute la gang. Tu comprends-tu? Non. On a tous des patterns en tant qu'entrepreneur que, tu sais, on est différent puis on ne l'est pas. C'est juste qu'il faut l'adapter à notre contexte. Exact. Puis, une autre des raisons pour laquelle je voulais qu'on adresse ce sujet, c'est que j'ai vu passer récemment sur LinkedIn. Ben, si vous êtes sur LinkedIn, c'est sûr que vous connaissez Christian Genet. Il est très vocal. Je suis LinkedIn puis je connais pas Christian Genet. Ben, mais je pense que ça, on est friends sur LinkedIn parce que son nom, je l'ai passé, mais je connais pas qui est Christian Genet. Christian Genet de Bouddha Station. Christian a une très bonne réputation. Il a des bonnes réflexions. Par contre, je le voyais cette semaine faire une publication sur les vacances, comme quoi est-ce que son liner était dans le style de « Je suis en vacances, est-ce que je devrais regarder mes courriels et garder un œil sur la business? » Puis lui disait comme un statement très officiel « Non, absolument pas. Les vacances, c'est sacré. » Puis je suis comme... Je comprends que ça va résonner avec plusieurs personnes, mais je suis comme en même temps, c'est pas vrai que, mettons, dans certains contextes, je pourrais appliquer ça. T'sais, présentement, je ne suis pas dans cette position-là, mais en même temps, je suis à l'aise avec mon approche sur mes vacances puis de faire du check-in de temps en temps. Donc, c'est sa vérité. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne que la mienne, mais je trouvais ça dangereux de dire, bon, mais justement, puis mettons, tu sais, je sais que tu adores Gary Vee, de l'endoctrinement de vérité d'une personne, puis on fait « OK, bon, mais on en a déjà parlé dans le passé, on écoute des sommités dans les milieux, puis « Ah, ben lui travaille de même, bon, mais c'est ça ma référence aussi. Ouais, mais t'es pas à la place, t'es pas dans... T'as pas la même structure, le même workload. Là, c'est comme... Fait que faut faire attention avec ce qu'on lit. Des fois, t'as des choses qui sonnent très bien, c'est comme ça frappe l'imaginaire, mais c'est très loin de votre réalité. Donc, si vous utilisez ça comme un ancrage, ben, ça va vous amener dans la mauvaise... À la limite, ça va vous garder sur place alors que, justement, vous devriez essayer de croire. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on revisite puis qu'on arrive à déterminer chacun quels sont les leviers personnels. Là. De mon côté, comme je le mentionne, moi, de mon côté, j'ai un Google Doc que je vais lire une fois ou 3 mois juste pour revisiter, pour soit en ajouter, puis juste revoir est-ce que mes perceptions ont changé. Puis c'est comme, j'essaie de le voir, puis à la limite, ça s'est fait naturellement
parce qu'à la base, c'était, comme je mentionnais, supposé être un projet de livre, mais je trouve que c'est une façon facile de documenter de bon, mais vos ancrages devraient toujours être associés à un liner punch, que c'est là que sortez vos aptitudes marketing, là. Pour vous souvenir de vos règles, elle doit frapper votre propre imaginaire. Je vais le dire comme ça. Fait que, toi, de mon côté, c'est comme j'ai ma règle comment ça parlait un petit peu, ma règle du château de sable. Tu sais, c'est facile lorsque tu es en business d'être dans un environnement où tu as l'impression, il me semble, tout le monde autour de moi a l'air de super bien performer, puis ça a l'air d'imprimer de l'argent, puis ça a l'air de tout aller bien. Je suis comme, je vois beaucoup de personnes se mettre énormément de stress en se comparant avec leur position avec celle des autres. Gardez toujours en tête que ce que vous voyez, fort probablement que ce ne sont que des châteaux de sable. Un château de sable, ça peut être bien gros, bien beau, mais ça tient sur rien. Donc, de toujours, on n'a pas l'information complète, donc de ne pas se laisser impressionner par ce qu'on voit, puis que ce qu'on voit ne définit jamais la réalité, nécessairement, ou la vraie valeur. Donc, de juste comme relativer, puis enlever vos règles, votre code de conduite devrait avoir comme seul objectif de vous permettre de ne pas être overwhelmed, de relativiser les choses, de faire, OK, ce dialogue interne que je commence à avoir, puis qui est très souvent négatif, malheureusement, parce qu'on est très exigeant face à soi-même. Est-ce que j'ai la bonne discussion avec moi-même présentement? Est-ce que je me pose les bonnes questions? Est-ce que j'ai les bonnes inquiétudes? En relativisant, mais ça aide énormément à gérer son stress, là. Fait, puis c'est ça. Il y en a autant que c'est sur le volet plus personnel, il y en a que c'est plus sur le volet gestion pure. Je sais pas de ton côté si jamais tu as des règles, je veux dire, non écrites, que tu sais que toi, bon, mais c'est des. Je veux dire, c'est tes barèmes où ce que même si éthiquement, tu pourrais faire tu pourrais prendre des décisions, mais toi, c'est comme une règle non écrite dans ce contexte-là, je m'impose que c'est impossible. Ouais, non, mais j'en ai plein, man. Puis, comme je te dis, là, j'en ai développé une business de ces choses-là. Là. C'est rendu, puis malheureusement, puis c'est pas facile. Tu sais, quand se le disent, là, honnêtement, guys, le fait de s'imposer des règles, de s'imposer une structure, puis surtout pour un entrepreneur, puis une personne qui est comme peut-être un petit peu plus créative ou qui est un petit peu plus visionnaire, c'est très difficile. Donc, c'est quelque chose qui vient overtime avec le self-awareness, c'est quelque chose qui vient overtime avec la connaissance de soi-même. Tu sais, tu parlais de Gary Vee tout à l'heure, mais comme t'as deux façons de le voir. Tu peux écouter un petit vidéo de Gary Vee et te dire c'est la vérité, ou tu peux comprendre le contexte et puis regarder ce qu'il fait. Puis Gary est super transparent sur ces choses-là. C'est ça. Moi, c'est le même que j'ai adoré Gary. Comme je suis Gary depuis comme 12 ans, depuis Wine Library TV, et puis Gary Vee n'est pas mon idole, comprends-tu? J'ai aucune idole. C'est très simple que ça, j'ai une personne que je regarde, je suis comme, je veux être comme cette personne-là. Zéro. Mais il y a des choses que j'admire du fait, son côté self-awareness, son côté empathique, son côté développement du côté humain au niveau entreprise, j'adore. Mais je vais prendre ce côté-là pour, m'inspirer, mais je ne vais pas chercher à embodyer cette personne-là en tant que telle. Il y a plein d'autres personnes. On m'a posé beaucoup de questions. On m'a souvent posé la question, c'est qui tes role models? Je suis comme, j'ai pas vraiment, je te dirais, de role model, de personnes que j'idolâtre, que je veux émuler. Je fais mon propre style. Je veux dire, that's all there is. Mais il y a des personnes que je regarde qui sont comme, peut-être pas mes héros du moment, ou des personnes que je trouve qui font une Christie de bon job, puis je suis comme, hey, ça, c'est quelque chose que je veux définitivement implémenter. Tu sais, là, je regarde, par exemple, en ce moment, je suis très comme Zita Cobb, ce qu'elle a créé, par exemple, à Fogo Island. Et là, je suis comme, je suis en deep recherche de son modèle d'économie sociale. Je trouve ça fascinant. Je regarde tout ce qu'elle fait. Au niveau de la croissance communautaire qu'elle fait sur l'île de Fogo à Terre-Neuve, c'est niaiseux, là, mais il n'y a rien de, comment je pourrais dire, flashy, mais pour moi, en ce moment, là, c'est la personne que j'admire le plus. Fait que là, je regarde ce qu'elle fait, puis je vais chercher à prendre des éléments que moi, je trouve intéressants, puis l'appliquer à ma réalité. Après, il y a des règles de base qui viennent à suivre, que moi, je suis, puis qui sont très clairement définies dans ma façon d'opérer, que je suis depuis longtemps, des choses que j'ai intégrées depuis mon temps dans le milieu du fitness et du bodybuilding, que je dirais qui font partie de ma vie maintenant, qui sont même plus des choses sur lesquelles je m'attarde. Comment je peux dire ça? Tu sais que c'est tellement intégré que ça fait partie de mon lifestyle. Tu sais, mon self-leadership passe à travers ça, puis
je le fais je le fais naturellement. Moi, il y a quelque chose que je fais, par exemple, c'est pour commencer à la base des choses, c'est pour faire sûr que je suis toujours prêt je suis toujours enligné stratégiquement avec ma vision de vie et d'affaires. C'est qu'il y a un exercice que je fais qui s'appelle le Big Picture, qui est un petit peu, je sais pas, Matt, toi, tu connais cet exercice-là, mais pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être vous avez déjà entendu parler du Perfect Day Exercise ou du Dream Day Exercise, la journée parfaite, dans le fond, c'est un exercice de réflexion qui vous amène à penser comment est-ce que je veux que ma journée parfaite se passe. C'est bien, c'est un bon start. Moi, j'ai fait ma propre version de tout ça dans une certaine façon où je m'imagine sur le top d'une montagne, okay, que j'ai parcouru un chemin sur le top d'une montagne, je suis à une place particulière, puis je regarde en arrière, puis je vois non seulement ma situation actuelle, mais aussi qu'est-ce que j'ai créé dans cette time frame-là. Puis je fais cet exercice-là, j'ai développé un fill in the blanks, puis je le fais une fois par année. Généralement, c'est dans le temps de Noël, dans le temps où je prends toujours 2 semaines off. Ça, c'est aussi un autre non négociable. Puis une chose, c'est que pour moi, le temps des fêtes, c'est toujours du temps off. Je check mes emails, par exemple. Ça, c'est une affaire, comme, encore une fois, ça, c'est une affaire. Oh non, faut checker. Oui, il faut checker. Faites vos propres règles là, par rapport à ça. Là. Non, l'utilisation abusive du email, elle est pas bonne. T'sais. Non, si vous n'avez pas un Christy de bon système pour gérer votre inbox, vous allez définitivement tomber dans la réactivité. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Mais quand tu as un bon système qui est en place, puis tu sais que comme la communication qui va être parvenue, c'est la communication qui est vraiment nécessaire, t'es correct, là. Il n'y a rien qui t'empêche de checker tes emails. Je pense que le problème, c'est que les gens ne savent juste pas gérer leur fucking inbox. C'est le seul problème, tu sais. Mais je fais, en revenant dans le temps de Noël, je fais cet exercice-là parce que c'est dans le temps généralement où je sens que je suis le plus détaché du doing de ma business. Okay. Donc, je fais cet exercice-là, je dirais que c'est quasiment à tête reposée, et je réévalue complètement ma face. Puis souvent, je regarde pas celle que j'ai faite l'année d'avant, et je l'ai généralement en tête, mais je le regarde pas. Et je refais cette version-là. Et puis ensuite, je les compare par rapport à l'année d'avant. Je vois ce qui a changé, je vois ce qui a évolué. Je dis, OK, ça a évolué parce que ça est arrivé, ou tu sais, ou peut-être que je l'écris à cause que je suis dans un contexte X en ce moment, etc. Donc, c'est de me ramener, d'être aware de ce qui se passe, d'être en connaissance de cause. Et à partir de là, moi, ce que je fais, c'est ce que j'appelle une ligne directrice annuelle, une annual guideline. Donc, dans cette guideline-là, c'est que j'établis 5 objectifs pour mon année. J'écris 5 choses que je veux qui deviennent une réalité dans cette année-là. Et ça devient ma ligne directrice pour l'année. Je commit. OK? Je suis comme, OK, si c'est pas en ligne avec ces objectifs-là, it does not happen. Fait que ça, c'est comme une règle c'est une règle actually vraiment écrite. Mais c'est une règle, comment je pourrais dire ça? Que n'importe quelle décision ou opportunité qui va se parler, qui va s'amener, ma question est, est-ce que c'est en ligne avec ma ligne directrice annuelle? Puis ça, c'est binaire. C'est oui ou c'est non. Et puis, pour transformer un non en oui, là, je vais te dire où je dois arriver puis me dire, hey, il faut vraiment que, comme, je suis prêt à changer ma ligne directrice annuelle pour ça. Ça doit être crissement bien aligné avec ma big picture, tu sais, avec ce que je veux. Ça, j'aime que tu en fasses référence parce que, tu sais, justement, ça lien directement avec une de mes règles non écrites qui est le concept, tu sais, la notion de barrer ses portes, c'est-à-dire la journée que tu dévies de tout ça, tu viens d'ouvrir une porte qui est excessivement difficile à refermer après. Ouais. Donc, tu sets un antécédent négatif, un précédent négatif. Fait que, tu sais, la notion de focus, de dire, regarde, je me suis commit à binaire, oui, non, quand c'est non, je peux pas le tweaker, je peux pas faire d'exception à la règle. C'est ça, c'est comme je mentionne, moi j'ai un concept barrer les portes qui est carrément aligné avec ça. Fait que tu sais, tout peut être accroché après tout. Puis de ce que j'aime de ton côté, c'est que tu en as fait justement comme un process technique, ce qui est maintenant un framework qui s'applique facile puis qui peut être, tu sais, qui est facile à enseigner, efficace, c'est facile à comprendre, puis c'est facile à se maintenir par après aussi, là. Ouais, mais comment je peux dire ça? Ensuite, tu vas parler à n'importe quel... Je peux parler à n'importe quel de mes clients, puis je veux dire, comment est-ce que tu utilises ton planificateur, admettons, ou comment tu utilises la framework Done by Noon? Ils vont tous l'utiliser de façon différente. Parce qu'on a créé aussi un environnement pour laquelle... On a créé des règles générales,
Mais après, c'est très contextuel par rapport à la personne. Il y a des personnes qui vont avoir une workload ou un nombre de buckets qui va être différent. Il y a des personnes qui vont qui vont pas nécessairement avoir le même type de cellule. Ils utilisent le même framework, mais leur calendrier, leur horaire va être différent. Tu sais? Puis c'est d'allouer ces choses-là, c'est de comprendre que je veux pas que les gens comme prennent ça puis copient bêtement ces choses-là. Là, ça sert à rien parce que tu développes pas le self-awareness, tu développes pas un outil essentiel qui va t'amener ton self-leadership. Tu sais? Mm-hmm. Donc, il y a ce côté-là. Tu sais, dans le self-leadership, t'as ce qu'on appelle le self-discipline, la discipline de vraiment appliquer ce que tu as décidé. Tu as le self-awareness qui est la compréhension de toi en tant que personne, dans ton environnement. Puis tu as le self-respect. Puis le self-respect, c'est le respect de soi-même puis le respect de ses ambitions. Puis j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, ne se respectent pas assez. Comme qu'ils veulent parce que, exactement comme tu as dit tout à l'heure, je vois lui faire ça, donc je sens le besoin, faut que je fasse ça, sinon je suis je suis une sous-brand, je suis un sous-entrepreneur si j'ai pas ce site, si j'ai pas le char, on s'en calisse-tu, man. Comme, sérieusement, là, puis on va tous y passer à un moment donné dans notre parc. Il y a 100% des gens. Il y en a un qui me disent qu'il l'a pas fait, là. Bullshit, là. On passe tout à travers un modèle de comparaison à un moment donné dans notre vie jusqu'à temps où on se dit, plus tôt ou plus tard dans notre carrière, que shit, c'est ça que je veux vraiment. T'sais? Puis j'ai plus envie maintenant de faire de concessions par rapport à ces choses-là. Puis on a tous passé par là. On a tous fait un achat ou une affaire, puis c'est comme... On a tous été le voisin gonflable de quelqu'un d'autre. Ah, man. Puis c'est justement, tu sais, c'est comme le but d'avoir son code, c'est se protéger de soi-même, se protéger des mauvais réflexes comme ça qui sont réactifs, qui sont émotifs, de panique. Donc, tu sais... Puis en même temps... vas-y. Mais tu sais, j'en ai parlé beaucoup avec John Goodman, qui est un de mes bons amis. J'en parle souvent de John, mais c'est de bons amis au niveau business. Puis c'est quelqu'un on a beaucoup des mêmes valeurs. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé en business, puis les choses commençaient à aller bien, etc. Tu sais, j'ai voulu, personnellement, tu sais, j'ai voulu comme montrer ça, tu sais, plus jeune. Tu sais, puis ça, c'est typique du jeune homme, tu sais, qui veut se prouver au monde, tu sais. Puis là, tu sais, je m'étais acheté une belle fucking Rolex Submariner, comme. Puis comme, techniquement, je m'en calisse, man. Puis ce que j'ai fait, je m'en suis débarrassé. Puis tu sais par quoi je l'ai remplacé? Par une Casio à 20$. Je porte une Casio à 20$. C'est ma montre de tous les jours. C'est une montre digitale. J'ai une petite attache émotionnelle parce que je me souviens que mon père avait exactement la même montre quand je grandissais. Puis je trouvais ça cool que je porte la même. Mais en parlant, et John faisait la même, je ne savais pas qu'il l'avait fait aussi, qu'il avait fait la même chose, sauf que John n'avait jamais investi dans une Rolex. Il avait acheté la même version, mais en noir, tu sais, avec un bracelet comme, moi j'ai la version comme silver, là, métal, lui la version noire, rubber. Mais lui, il dit non, je l'ai faite parce que, pas que je peux m'en payer 12 des Rolex, hein, puis une business qui est crissement plus grosse que la mienne. Il me dit, c'est que ça me rappelle à quel point on se doit d'être comme je dois avoir de l'humilité dans le processus, tu comprends-tu? Et puis c'est vrai que moi, je me suis toujours calissé d'avoir un char de sport. Je m'en sac, je suis pas un gars de char, je m'en fous complètement, tu sais. Puis pourquoi j'irais dépenser une fortune sur un esti de char? On a déjà parlé là sur l'efficience financière, mais comme pourquoi? Fait que là maintenant, je veux un char qui est fiable parce que j'ai des enfants puis je veux qu'il soit. Mais je m'en calisse d'avoir le nouveau char de l'année avec les bébés, puis je m'en sac, mon homme. Ben c'est complètement. Ça. C'est que dès que tu achètes la mentalité de justement comme du paraître, là, puis à la limite qui est très fake it till you make it, c'est que tu nourris beaucoup de mauvais réflexes puis de patterns. On parle souvent du mindset et du self-leadership qui t'amènent pas aux bons endroits. La quantité de courtiers immobiliers que je vois qui s'endettent juste pour avoir l'air à niveau avec leur marché. Comme, tu sais, je veux dire, t'es déficitaire année par année, mais pourtant, si on enlève ton budget de char de luxe inutile, puis toutes tes suits sur mesure, je suis comme, qu'est-ce que tu ferais de l'argent, là? Mais juste parce que tu veux jouer le baller, tu fais pas une scène. Donc, tu sais, on a déjà utilisé l'expression « eat your humble pie », tu sais,
tu mises sur les bonnes choses qui ont vraiment une importance, puis ta vie va être plus simple, puis tu vas être plus profitable à la fin aussi, parce que justement, tu vas arrêter d'acheter le bruit versus le signal, je reviens souvent là-dessus, là, tu vas arrêter d'investir dans des distractions qui sont futiles, puis qui font juste nourrir un mauvais mindset, un mauvais environnement. L'environnement a souvent beaucoup de choses, a beaucoup de liens avec ça, là, mais il y a comme beaucoup de règles non écrites qui sont purement autour de l'entourage. J'en ai déjà parlé. L'exemple de moi, mon concept pour si tu veux rentrer, spoiler alert, je suis un sauvage. C'est pas comme si je l'avais pas déjà dit. C'est pire spoiler, ça m'a changé. Mais si tu veux rentrer dans mon univers, dans mon cercle rapproché, j'ai mon concept des histoires de pêche. Donc, avant que je puisse te laisser, comme que je laisse tomber ma défensive, mes barrières, je me pose la question très simple, mais très puissante. Est-ce que j'irai à la pêche avec toi? Est-ce que je suis capable de avoir des one-on-one et aussi d'apprécier le silence avec toi? Si oui, moi, ça me démontre la qualité de personne que tu es. Par contre, c'est pas parce que tu es rentré dans ce cercle-là que tu as un free pass. À partir de là, tu vas passer dans ma règle des cul-de-sac. Tu vas passer dans la règle des épouvantails. Tu as un épouvantail, c'est parce que du moment que tu laisses quelqu'un rentrer dans ton environnement, les gens sont bienveillants, vont vouloir souvent te protéger. Moi, ce que je veux dire par là, quand je dis identifier vos épouvantails, qui sont là pour, par bonne volonté, par protectionnisme, donc les personnes qui vont essayer de vous protéger, mais que c'est contre-productif. Tu as beaucoup de personnes dans ton entourage. Ah, tu sais, Matt, t'es sûr que tu veux prendre ce risque-là? Faut qu'il y ait des personnes qui sont alignées avec ton mindset, puis t'assurer que les personnes qui sont dans ton entourage, tu sois capable d'identifier qui dois-je écouter dans quel contexte. Mais c'est intéressant. Puis, comme moi, de mon côté, il y a cette tune-là de Vincent Vallière, que c'est pas ton style de musique maintenant, mais il y a une chanson qui s'appelle À hauteur d'homme, puis j'adore cette tune-là, juste pour les... Puis c'est une bonne tune, mais les paroles, puis dans ses paroles, il dit à un moment donné, tous ceux qui ont la parole modeste et puis qui parlent par leurs gestes. Mm-hmm. Puis ça, là, je trouvais ça tellement comme... Tu sais, le gars là, qui a du succès, qui réussit bien... T'as aucune calice d'idée comme combien d'argent qu'il y a sur son compte de banque, là. Puis honnêtement, tout le monde s'en sac. Mais, tu sais, que tu le connais, tu le rencontres et que tu aimes cette personne-là sans savoir le côté succès derrière ça. Ouais. Et que tu ne le juges pas, puis tu dis, Christa, cette personne-là, je l'aime. Puis, next thing you know, cette personne-là, tu sais, comme, je sais pas moi, tu vas rencontrer cette personne-là, puis tu la rencontres au resto, puis, tu sais, tu jases avec, puis tu sors, puis il va sortir, puis il va, je sais pas, lui, il est peut-être plus dans les chars, je sais pas, puis il sort, puis là, sa grosse BMW qui est un signe qui réussit. Tu sais, là, tu comprends que ça te dit comme, OK, ce dude-là, c'est pas juste ça. Tu sais, c'est pas juste du flash. Moi, j'ai des amis comme ça, par exemple, je pense à des gars comme, shout out to Marc Albert, qui ont une DPL à Moncton, au Nouveau-Brunswick, une grosse compagnie qui font quasiment une bonne partie des relais de ATM en Amérique du Nord pour les machines d'ATM, parce que c'est mental, sa business. Mais ça, j'adore ce gars-là parce que justement, ses valeurs, puis c'est pas quelqu'un qui va braguer sur ses affaires, qui va plus successful que 90-15% des gens que je connais, là, 99 même. Non, puis ces gens-là, honnêtement, appréciez-les puis prenez-en soin. Des personnes qui sont clés dans votre entourage puis sont là pour les bonnes raisons. Un exemple que je vais toujours avoir, c'est quand je travaillais aux States, Don, qui était comme le père de la famille pour qui je travaillais. Monsieur vaut des dizaines et des dizaines de millions. Tu le regardes, tu le croises dans la rue, là, puis il a presque l'air, je veux dire, il a l'air plus que normal. C'est un vieux monsieur qui se promène avec ses Crocs, ses shorts cargo troués, un gilet I Love Maine, puis une petite palette de calottes. C'est comme monsieur super normal. Puis tu vas y jaser, puis genre, il cherche toujours des façons de comment est-ce que je peux t'aider. Puis du moment que tu arrives chez eux, tu fais comme OK, c'est OK, attends un peu. Il y a clairement d'autres choses à gérer, puis il n'était pas obligé de le faire, absolument pas. C'est des personnes qui restent super humaines, puis que justement, ils ont resté humbles malgré le succès, ça leur a pas monté à la tête. Puis on en a des personnes justement comme ça dans nos environnements, dans nos régions qui veulent redonner beaucoup. Je pense mettons à Québec, si vous ne connaissez pas François Levasseur, vous faites pas bien votre job. François est une perle, est un génie de l'entrepreneuriat, il s'implique énormément, super accessible, super simple malgré tout le succès qu'il a.
essayez d'identifier ces personnes-là, puis ne devenez pas des sangsues avec ces gens-là, absolument pas. Non. On en a déjà parlé, puis au pire, je vous invite à aller retourner de côté, là. Mais c'est des personnes que lorsque vous avez l'opportunité, appréciez le moment que vous avez avec ces personnes-là, aussi court peut-il être, parce que c'est des moments qui sont très précieux. Mais, tu sais, on parle les règles d'en écrit, toi puis moi, on a pas mal la même là-dessus, mais comme, puis tu parles d'environnement, mais les gens qui ont l'appareil modeste et qui parlent par leurs gestes, essayez. Moi, je vous conseille, regardez si ça marche pour vous autres, là, mais moi, je sais que c'est dans mes règles d'en écrit. Tu comprends-tu? Puis ça n'a pas toujours été. Ça a été à un moment donné où je le savais. Tu vois pas, surtout quand tu es plus jeune, où tu vois pas la différence en tant que tel, tu comprends pas vraiment ce qui matter, puis c'est comme, ça, puis lui, puis j'ai des chums. Écoute, j'ai des chums, j'ai des amis qui sont de toutes les sortes, là. J'en ai qui flashent moins, mais je sais que à ce stade ici de ma vie, maintenant, je m'entoure beaucoup plus de façon proche avec des personnes comme ça qui parlent par leurs gestes beaucoup plus. Mm-hmm. Donc, des personnes qui vont faire des bonnes choses, qui ont un niveau de succès, mais qui braquent pas là-dessus, mais qui font des choses qui matter. OK? Moi, quand je te parlais de Zita Cobb comme personne que je regardais beaucoup, pourquoi? C'est qu'elle a fait une fortune dans le milieu du tech. Elle vient de Fogo Island. Si vous savez pas où c'est au Fogo Island, c'est une île dans le nord-est de la province de Terre-Neuve. Une compagnie, elle est native de là. Elle s'est exilée pour ses études et puis après sa vie professionnelle, et elle est revenue dans sa cinquantaine, méga riche. Et elle, ce qu'elle a créé à ce moment-là, c'est qu'elle a créé une fondation. Elle a mis 10 millions de son argent qu'elle a mis dans cette fondation-là pour créer des projets communautaires pour sauver sa communauté, qui était historiquement basée sur la pêche, et que maintenant, la pêche, c'est plus ce que c'était, et puis que la communauté devait se réinventer. Elle voyait son île se dépeupler à vue d'œil, et puis elle a dit, je vais faire de quoi par rapport à ça? Elle dit, parce que c'est pas juste, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, tout seul avec 10 millions? Puis elle a mis, mais elle voulait pas juste le donner. Tu comprends-tu? Elle l'a mis à disposition pour créer des projets entrepreneuriaux et un écosystème entrepreneurial dans sa communauté. Puis ça, là, à ce point ici de ma vie, moi, ça me parle en tabarouette. Fait là, comme je te dis, je regarde toutes ces choses-là, etc. par rapport à elle, mais c'est ce type de personne-là, man, que je veux être alentour. Puis, plus ça va, plus je vais être très sélectif. Tu sais, comme, je sais que toi, t'es ultra sélectif du fait que à cause de ta personnalité, puis le fait que t'es peut-être plus introverti, que moi qui est une espèce d'extroverti qui aime tout le monde, là. Mm-hmm. Mais c'est des règles qui sont très, très claires maintenant par rapport à ça. Mais non, il y a différentes règles, justement, comme tu parlais tu veux avoir des personnes dans ton entourage, c'est comme une autre règle non écrite de mon côté, j'essaie toujours d'avoir des ratios, c'est-à-dire comme 40% de personnes dans mon entourage, même s'il est très petit, il faut que j'ai à peu près 40% de personnes qui m'inspirent à devenir mieux que moi. Mm-hmm. Qui est comme ma référence, comme people I look up to. Ça me prend aussi un 40% de personnes en dessous de moi, que c'est plus des personnes qui sont, pas en dessous, mais en fait des personnes qui sont au même niveau que moi. Donc des personnes avec qui je peux ventiler, challenger mes défis, puis aller chercher de l'inspiration actuelle plus sur le court terme. Puis un 20%, pas stratégique, là, mais comme c'est sûr qu'il faut choisir les bonnes personnes, de des personnes qui sont pas rendues où est-ce que je suis, mais que je peux les amener, jouer, si on veut, le mentor pro bono, comme ça. Donc, je trouve que ça nourrit bien un équilibre de dire, mais ça m'aide à garder mon focus vers où je m'en vais, vers qui j'aspire à être. Ça me donne les outils et les ressources pour discuter, pour gérer de mes problèmes actuels qui fait que je ne suis pas capable encore de me rendre là. Puis à l'inverse, je trouve que c'est toujours important de redonner. Puis, j'en parle souvent, moi, tout ce que je fais, c'est pour le legacy que je laisse en arrière. Donc, de m'assurer que j'ai toujours du temps, j'ai toujours des ressources disponibles pour aider une personne qui a besoin d'aide, qui a une bonne volonté, qui est coachable, à stepper up, puis se rapprocher peut-être de... comme on est tous dans une position qu'une autre personne aspire à être. Je pense qu'on a une responsabilité sociale d'aider des gens à se rendre là aussi. C'est un continuum un petit peu, là. Donc, moi, quand je reste dans mes ratios comme ça, je sais que je fais bien ma job, puis que théoriquement, c'est un des leviers, un des outils que je m'impose qui fait que justement je garde toujours un certain momentum puis je reste dans l'action, là. Parce que si t'as juste des personnes au même niveau que toi,
Mhm. Tu ne crois plus aussi vite. Si tu as des personnes juste qui sont c'était la sangsue de tout le monde, mais ça devient démotivant parce que tu n'es jamais Ouais. capable de relate. Tu es toujours en train de courir une carotte qui s'éloigne toujours de plus en plus. Oui. Puis à l'inverse, si tu as juste des personnes qui sont en dessous de toi, puis tu vas juste aider, mais tu ne crois plus. Tu deviens, tu stagnes. Fait que, c'est important de ne pas se saboter juste par l'environnement qu'on entretient. Là. Mais 100%, man. Puis, mais moi, j'ai toujours été comme... Je regarde toujours avec stupéfaction le fait que les gens idolâtrent des personnes au point de vouloir devenir cette personne-là. Mm-hmm. Honnêtement, je le guette pas. Je sais que c'est probablement un manque de confiance ou je sais pas, mais j'ai l'impression que comme on a tous quelque chose à offrir à notre façon, le self-leadership, ça vient, comme je t'ai dit, là, le self-awareness puis le self-respect, là. C'est numéro 1, là. Respectez qui vous êtes puis qu'est-ce que vous voulez vraiment. Comme j'ai l'impression que le monde est trop impressionnable, tu sais. Puis en tout cas, moi t'as difficulté à guetter ça, à regarder ça. Je sais pas. Je sais pas, je suis vraiment pas le meilleur avec tout ce qui est relations interpersonnelles et envie, là. Mais c'est pour ça que je veux dire, c'est qu'on va toujours regarder, il y a beaucoup trop de gens, je trouve, qui regardent vers le haut tout le temps. Tu sais, qui sont tout le temps comme, je veux lui, je vais être comme lui, je veux rencontrer lui ou peu importe. C'est comme regarder vers, à côté, puis regarder en arrière aussi. Regarder ce qui brille tout le temps plus loin, c'est le même que tu perds la capacité de voir ce qui se passe dans ta propre cour. Là. Oh, hey, ça va être sur la côte card. T'as trouvé ta côte pour la carte. Ça, c'est smart. Tu viens-tu de prendre ça juste de même? Mm-hmm. Oh my. Je sais pas. Dans mes non négociables aussi, il y a le fait de m'entourer de personnes qui peuvent sortir des one-liners à la Matt. Je ne suis que des one-liners, c'est ça le projet. C'est ça le problème, en fait. C'est pour ça que le rejet de livre est jamais arrivé. Je suis comme, OK, pour vrai, tu lirais ma table des matières, puis tu ferais comme, man, c'est insane. Mais je suis comme, pour ça, j'ai de la misère à mettre de la viande sur les chapitres. Le liner est tellement fort qu'il dit tout. Je peux pas faire juste, voici un livre de 200 pages, t'as une phrase par page. Quoi, Kevin, ça pourrait être du minimalisme, puis en soi, ça pourrait être un concept, là, mais... C'est ça, ouais, mais il faut que tu expendes après. Comme, faut que tu vendre ça à un publiciste. Salut, ouais, mon livre fait 200 pages, parfait, t'as combien de mots? 50 000 à peu près? Je suis comme, non, j'en ai 300. Mais pourquoi, ça pourrait être une idée, tu sais, comme, tu peux le faire, mais ensuite, chaque chapitre est... Un fill in the blanks, puis ça est défini pour toi, c'est quoi, là? Fait que... mais ça peut être une histoire indépendante, ça peut être un fil, c'est pas nécessairement obligé d'être un fil d'idées. Mm-hmm. Tu comprends? Parce que tu sais que tes one-liners, tu sais que ta table de matière, c'est une file d'idées. Mais ensuite, justement, ça pourrait être un bon exemple de montrer comment est-ce que des contextes différents, tu sais, peuvent tout fitter ensemble, mais tu peux relater l'histoire d'une personne par rapport à ce que tu veux illustrer là, tu sais. Puis tu sais qu'à la fin, tout va tailler ensemble d'une façon ou d'une autre. Une espèce de make your own relatable book, là, comme tu sais. Moi, voici juste les punchs de ton code de conduite, contextualise-le à ta propre situation, genre. Fait que... Mais tu sais qu'au niveau d'un livre, par exemple, les gens vont chercher beaucoup, tu sais, qu'au niveau de, je te dirais, de la commercialisation d'un livre, ils vont chercher une solution spécifique à un problème. Là, je sais, ben c'est ça. Ce serait plus un livre d'introspection, c'est pour ça que je vois pas le marché ou je vois pas la rentabilité de la chose. Faut que tu trouves la punchline, la punchline intéressante. C'est comme je fais ça. C'est comme, je connais Mark, tu connais Mark Manson qui a écrit The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Tu sais, Mark, il a fait sa business par rapport au... liner, au titre. Je l'ai rencontré, on était dans un groupe de business, dans un mastermind ensemble pour une couple d'années, puis on s'est rencontrés. Je l'ai rencontré une fois. On a été justement on avait participé au mastermind, ce groupe, on avait été au Mexique avec ce mastermind-là. Puis j'ai rencontré Mark en personne là, on a passé une semaine là au Mexique. Je pense que t'aimerais ça. C'est un gars très réservé, puis très, comme je suis humble et puis intéressant, très introverti, c'est intéressant. Et puis, bon. Mais tu vois, par exemple, le livre, c'est un livre, tu sais, comme t'es très attiré par le titre, mais comme techniquement, c'est des leçons de vie qui viennent en arrière. Tu sais. Oui. Mais
c'est don't judge a book by its cover. Puis c'est un petit peu ça aussi que le point de ce que tu disais, d'établir ton propre style, puis quand définir ta propre vérité, c'est ça. Au final, t'es responsable d'établir c'est quoi tes guidelines. C'est trop facile d'être poussé où le vent va t'amener, alors qu'en business, il faut que ce soit tout l'inverse. Il faut que tu te disciplines le plus possible. Donc, tu sais, c'est plate. Tu sais, je veux dire, souvent, puis tu sais, comme justement, ça, c'est un autre élément. Tu sais, c'est comme, pour être un bon entrepreneur, je trouve qu'il faut que tu sois un petit peu comme un daltonien. Tu sais, comme, c'est pas rare qu'on va m'inviter à des affaires, puis comme, tu sais, même à l'heure, hey, tu veux-tu qu'on fasse ça? C'est comme, moi, non, c'est pas aligné. C'est comme, qu'est-ce que tu as amené? Décroche de tes règles. Comme, je comprends ton point, mais en même temps, non. Genre, c'est ce qui fait que je reste sain d'esprit, que ça fonctionne mes affaires. Parce que, tu sais, au final, comme un entrepreneur, ça reste pareil, un peu comme vivre dans un monde où tout le monde est daltonien, sauf toi, en fait. Mm-hmm. Tu vois des couleurs qui n'existent pas dans les opportunités que les personnes, genre les personnes normales, sont pas capables de comprendre ou d'anticiper. Fait que, tu sais, t'essayes... Comment je pourrais dire? T'essayes d'expliquer des concepts qui sont trop abstraits à des personnes. Tu peux pas t'attendre que ces gens-là comprennent, mais en même temps, faut que tu acceptes que c'est sur tes épaules d'avoir la responsabilité de passer pour la personne plate parce que tu as endossé cette responsabilité et cette capacité-là un petit peu. Là. Donc, mais parce que tu passes pour la personne plate. Encore une fois, c'est quoi? Dans le fond, c'est que tu réagis, c'est pour répondre aux attentes des autres. Exactement. C'est des distractions au final pour toi, mais je comprends que aller souper avec la belle famille, quoi que ce soit, c'est attendu socialement, mais en même temps, c'est te challenge à te repositionner dans quel est mon focus présentement. Est-ce que je suis dans un mode business oriented as fuck? Fait que là, je dois avoir mon focus, puis j'optimise mon temps. Fait que là, toutes ces distractions-là, je ne me les permets pas. J'en ai déjà fait référence dans le passé. Une des filles que j'ai mentorées, puis que j'admire son développement, Marie-Lou. Cette fille-là, dans le fond, designer de mode, a une discipline personnelle incroyable. Comme, tu sais, les filles, non, arrêtez de m'inviter, je n'irai pas vous voir. C'est de quoi, par contre, passez toujours à l'atelier. Je suis en train de travailler non-stop, j'ai du plaisir, c'est simple, mais c'est la seule façon que vous allez pouvoir me voir. Puis elle joue selon ses propres règles, puis elle n'est pas gênée de les imposer, puis de dire, gars, si vous voulez rester dans mon environnement, puis qu'on entretient nos relations, voici la méthode, là. Même si ce n'est pas ce qui est traditionnel. Mais il y a une affaire aussi qu'il faut faire attention, c'est des fois, on va se mettre des lignes qui sont super hardcore, et puis parce qu'à cause de quelque chose peut-être qui est temporaire. Puis moi, une de mes règles... Ah, mais il y a une différence entre un code de conduite et un quick fix aussi, là, par exemple. C'est le point que je veux amener. Tu sais, c'est comme... Moi, il y a un de mes points qui m'a amené à dire que si ce n'est pas sustainable, c'est comme je dois y faire très, très attention. Ouais. Fait que dans un sens, c'est comme si je dois... Tu sais, il y a des moments en business où tu dois travailler comme un mongol, puis c'est correct. C'est de se dire, est-ce que le temporaire est en train de devenir permanent? Mm-hmm. OK? Et puis des choses que tu t'es dit que je ne ferai pas et que tu continues à faire. OK? Là, ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Est-ce que je compense pour quelque chose d'autre? Ou qu'est-ce qui se passe que je suis rentré dans ce pattern-là? Et moi, la façon dont je le fais, c'est que maintenant, je le regarde, je dis, OK, je comprends maintenant que certaines choses sont temporaires, mais je me dis tout le temps, est-ce que la situation, est-ce que c'est sustainable? Et ensuite, je me regarde et je me dis, est-ce que la situation dans laquelle je suis right now est en train d'amener, je dirais, est-ce que ça devient sustainable est-ce que ça devient permanent d'une mauvaise façon? Il ne faut pas que ça devienne la nouvelle réalité. Puis ça, j'en ai déjà passé dans le passé. Toutes les quick fix, vous devez vous mettre un délai. Vous devez vous committer personnellement, là, comme, bon, mais j'accepte que là, je me ferme les yeux, je travaille le double de temps, peu importe. Ouais. Durant 3 semaines. Ça doit être quantifiable, mesurable et avant même de commencer, la conséquence doit être établie. Si dans, mettons justement comme l'embauche que j'ai fait du responsable dans l'expérience client, ça découle de ça. COVID est arrivé, je suis comme, bon, mais gars, je ne sais pas si ça dure, quoi que ce soit. Pendant 2 mois, je vais plancher dans le business all-in. Si au bout de 2 mois, ça ne se serait pas rétabli, je m'oblige à engager quelqu'un. Fait que de là, tu le sais que tu as un timer, tu t'es commité, tu as un plan d'action défini,
parce que c'est facile de, un coup de bras dans le tordeur, rester dedans, puis comme tu le dis, que ça devient la nouvelle réalité. Puis ça, c'est dur de s'en sortir. Je rattache ça à ce que je disais tantôt, le concept de barrer vos portes. On ouvre des portes qui sont dures à fermer par après. Donc, en mettant un timer, une conséquence prédéfinie avant, vous avez imposé, il n'y a pas de zone grise face à vous-même. Mm-hmm. Si vous avez lu The Art of War, c'est l'approche de Cortez, de comme, bon, ben, je m'en vais là, puis rendu là, je brûle mon bateau parce que je sais que je veux pas revenir en arrière. Ouais. Hernán Cortez, allez lire, dans le fond, la façon qu'il a dominé puis conquéri les Mayens en faisant son évasion à comme 500 contre des milliers de personnes, puis ça a fonctionné parce que, justement, il s'était committé, no turning back. Puis à ce moment-là, ben, tu sais que t'as pas de béquille. Puis quand tu as pas de béquille, tu joues pour gagner, tu ne joues pas pour pas perdre. Fait que t'es beaucoup plus agressif et proactif dans ce que tu fais. Voilà, j'aimerais qu'on pourrait ouvrir une autre discussion par rapport à ça. Le côté, faut faire attention pareil avec avec ces choses-là, gagner pour gagner versus créer quelque chose qui matter. Là. Mais en tout cas, ouais, tu viens de toucher une petite corde avec ça. Pas trop. Note-le pour l'en faire un épisode plus tard. Ouais, j'ouvrirai pas la can of worms. Mais non, écoute, j'aime ça. Mais c'est tellement quelque chose qui est personnel. Si on veut wrapper up, là, il faut se dire que c'est quelque chose qui est très personnel. Vous pouvez utiliser une framework, puis si vous regardez, vous parlez anglais, puis vous regardez ce qu'on fait à EFIC, Be My Guest, mais c'est de comprendre, adapter-les à votre contexte et de la façon dont vous le faites. Puis nous, ça fait longtemps qu'on le fait, donc on s'est développé certaines choses, certains codes de conduite, certains systèmes qui viennent réguler la façon dont on opère, mais toujours penser à votre self-leadership, ok? Votre discipline. De un, le respect de soi-même et de ses ambitions, ok? De deux, de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là, et de trois, d'être discipliné sur l'exécution qui va s'en suivre. Puis à partir de ce moment-là, vous pouvez pas prendre de mauvaises décisions. Vous pouvez juste ensuite prendre des bonnes ou des moins bonnes décisions et ajuster par la suite. Mais vos décisions sont jamais mauvaises. Et vous savez que vous allez toujours avancer dans un sens qui est en ligne avec ce que vous voulez. Absolument. C'est du réalignement tout le temps, là. Ben, constant realignment. Puis je pense que c'est la clé aussi. C'est le réalignement, la fréquence de réalignement. Permettez-vous d'avoir tort. Permettez-vous de dire, OK, mais ma règle que je m'étais donnée, c'est plus applicable. Mon contexte a changé, mes valeurs ont changé. C'est pour ça que c'est important de le revisiter. Ça devrait être ça devrait être une routine. Soit 2 fois par année ou aux 3 mois, comme je le mentionne. C'est pour ça que j'aime le format de dire, bon, mais faites-vous un doc, juste des petits liners, des petits paragraphes, voir, OK, je file comment par rapport à ça? Est-ce que si je devais mourir demain matin, quelqu'un lit ça, est-ce qu'il me découvre? Est-ce qu'il comprend la personne que je suis? Ou est-ce que la personne qui va découvrir, c'est plus exactement la personne avec que je vise à être, que je suis présentement? Là? Ouais. Puis nous, ça pourrait être un prochain épisode de podcast aussi, mais c'est comme, on travaille toujours, puis toi, tu connais la méthode EFIC, mais moi, je travaille toujours en méthode de 90, j'ai une méthode de 90 jours. Donc, je travaille en quarter, en trimestre, et à partir de là, je break down mes objectifs, etc. Mais tout part de là, que ce soit la gestion de ma charge de travail, que ce soit mes tâches quotidiennes, que ce soit mes routines, que ce soit mes vacances, que ce soit ce que je vais faire comme sport, que ce soit du temps. Tout va découler de ce plan de 90 jours-là. Et ensuite, dans ce plan de 90 jours-là, on réenligne chaque semaine. Il y a toujours du réalignement qui se passe, qui assure qu'on est toujours dans la ligne la plus droite qu'on peut possiblement avoir, compte tenu du fait que, oui, des choses qui vont fuck up, il y a des contextes qui vont changer, des choses qu'on n'a pas anticipées, puis que ça arrive. Mais le fait qu'on amène cette fréquence-là de réalignement, c'est un gros facteur pour nous autres de succès. Là. J'espère que ça aide des gens. Si vous avez de l'inspiration, clairement, je suis curieux de voir quelles sont vos propres règles écrites, vos liners, voir si ça m'en inspire d'autres. Derrière tout ça, je pense qu'il y a un gros exercice collectif hyper intéressant. Puis en même temps, ben c'est ça, de découvrir les règles des autres nous challenge à nous positionner.
par rapport à ça? Est-ce qu'on endosse ou est-ce qu'on challenge? Tu peux pas rester passif par rapport à une règle, je pense. Fait que non, c'est du raffinement tout le temps là, sur l'entrepreneur que vous êtes ou que vous visez à être. Mais ce que j'aimerais voir, c'est que si vous aviez un one-liner, genre, comme de prendre dans tout votre code de conduite, si vous avez plein de one-liners, on va dire, dans votre code de conduite, si on avait un que vous voulez partager, ce serait quoi? Partagez-les, soit sur les médias sociaux ou en nous répondant à nos emails. Ce que j'aimerais voir dans les médias sociaux, par exemple, c'est vous, quand vous lisez un commentaire, c'est quoi votre interprétation de cette chose-là ou votre adaptation de cette chose-là? Je veux voir vraiment, commencer à voir le spectrum, le full spectrum, la variété d'interprétation qu'il peut y avoir parce que ça amène des super bonnes discussions. Puis ça amène aussi des choses, il y a des personnes qui ont des systèmes et puis des façons de faire qui sont fantastiques sur lesquelles vous pouvez vous inspirer aussi. Donc, j'ai une belle conversation à avoir. J'espère qu'on va avoir ça peut être intéressant de voir comme de ce type d'épisode-là sur le podcast, là, au niveau des choses qu'on fait, je te dirais un petit peu plus précises. Salut Mathéo, on se parle la prochaine dans Burn Your Boat and Don't Look Back. Bon, parfait, man. Salut. Ciao. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.